Didier Leschi a dirigé le bureau des cultes à partir de 2004, avant de devenir en 2015 directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui conçoit et pilote les politiques d'immigration en France. Sous le feu des projecteurs en ce temps de transformation de la situation politique en Syrie, son expertise brille constamment par un ancrage dans la solidité des chiffres et une capacité à embrasser globalement la situation des différentes immigrations avec un S dans le monde, notamment en France, avec les contradictions, les tensions et les interrogations qu'elles suscitent. Une liberté de parole peu commune chez les hauts fonctionnaires, notamment qui ont rang de préfet, servie par un sens de l'humour à la douceur taquine. Accompagné de son ouvrage intitulé « Ce grand dérangement », il est l'invité de Faites-moi lire. Bonjour Didier Leschi. Bonjour. Alors, première question, mais c'est important. D'où venez-vous, Didier Leschi? Quelle est votre trajectoire? Car on sent chez vous en même temps une nourriture aussi bien marxiste et trotskiste qu'une sensibilité à l'humanisme chrétien. Et notamment, vous citez abondamment l'encyclique Tutti Fratelli du pape. D'où venez-vous? D'abord, je cite parce que j'ai beaucoup fréquenté l'Italie, ce qui peut être déjà un élément de mon parcours. Oui. Parce que vous avez fait des allusions à mon jeune temps. C'est vrai que j'ai été pendant très longtemps ce qu'on appelait à l'époque un militant d'extrême gauche, trotskiste, comme vous le soulignez. Et puis, à partir d'un certain moment, après avoir été typographe du reste, j'ai repris des études et elles m'ont amené à passer un concours de l'administration. Et je suis, à partir de là, rentré dans une carrière préfectorale, comme on disait à l'époque, et où j'ai été en poste à Lyon. Je me suis beaucoup occupé de politique de la ville, de problèmes sociaux, d'intégration, et bien évidemment le bureau central des cultes, c'est-à-dire la mise en place du Conseil français du culte musulman, qui m'a occupé pendant très longtemps, le suivi de l'islam de France, les questions liées à l'antisémitisme, à la liberté religieuse. Voilà, et puis sur le plan intellectuel, ma rencontre avec Jean-Pierre Chevènement est quand même importante. Disons que ça a complété ma formation d'adolescence, si je puis dire. Qu'est-ce que ça a précipité précisément? Parce que on est loin de Trotsky. Jean-Pierre Chevènement est celui qui avait été partisan de l'autogestion, de la transformation socialiste, avec l'espérance qui a été marqué à un moment donné, qui était l'idée d'une troisième voie entre le capitalisme et le stalinisme, pour aller vite. Et puis à partir du début des années 80, on a ce tournant ultralibéral dont on peut marquer les étapes. C'est l'élection de Margaret Thatcher en Angleterre, et puis c'est Reagan aux États-Unis. Et Jean-Pierre Chevènement théorise cette idée que dans l'histoire contemporaine, la révolution qui permettrait, sur laquelle on pourrait s'adosser pour éviter, même si on ne l'a pas évité au bout du compte, la vague libérale et la pression contre le marxisme, entre autres, enfin contre l'espérance socialiste, c'est la République. Puis nous émettons, mais c'était déjà ancien, des critiques sur la manière dont se construit l'Europe, avec cette idée que son véritable moteur, c'est le libéralisme, et que ce libéralisme va amener à une déstructuration de l'industrie. Et la France, c'est frappant, et il y a des problèmes sociaux de plus en plus importants. Certainement, et on va dérouler cela. Mais est-ce qu'on peut parler de libéralisme? Libéralisme, certes, mais est-ce que les années 80, c'est pas avant tout, plus que le libéralisme, la financiarisation du monde? Oui, bien sûr. L'ultralibéralisme, c'est la financiarisation du monde. Il ne faut pas confondre le libéralisme politique avec c'est ça. C'est pour ça que je préfère qu'on précise. Voilà, avec le libéralisme économique. C'est deux choses effectivement différentes, mais c'est-à-dire l'accentuation des déséquilibres sociaux et économiques à travers le monde, qui sont encore aujourd'hui un des facteurs de l'immigration. Pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et ainsi que la Convention de Genève, je veux bien, parce que les gens la connaissent de nom, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent très bien à quoi elle réfère. Alors, il y a deux choses. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, en réalité, c'est la continuité de quelque chose qui a été construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait l'Office national de l'immigration. C'est une ordonnance du général de Gaulle de 1945, avec cette idée qu'il faut sortir l'immigration de travail de la mainmise patronale. C'est une réflexion
qui a cours déjà au sein du Conseil national de la résistance, et en particulier du côté gauche. Hein, et c'est pour ça, par exemple, qu'au moment de la création de l'ONI, qui va devenir après l'Office des migrations internationales et puis l'Office français de l'immigration et de l'intégration, on a à l'époque un vice-président qui est membre du bureau confédéral de la CGT. Parce qu'il y a cette idée que dans les années 20 et 30, il y a eu l'utilisation de l'immigration par une fraction du patronat pour faire baisser les salaires, enfin, c'est tout le discours marxiste de l'armée de réserve du capital. Hein. Et l'OFII aujourd'hui est donc en charge du premier accueil de toutes les immigrations légales, mais la particularité à partir des années 50-60, c'est que le patronat va reprendre en partie la mainmise sur l'immigration pour contourner ce qu'était l'ONI et ce qu'est l'OFII. Aujourd'hui, par exemple, l'immigration de travail, eh bien, c'est d'abord un rapport de gré à gré entre un salarié potentiel et un patron. Oui, c'est plus contractuel. Voilà. L'OFII s'occupe de l'organisation des cours de français, de la présentation de la société française dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. L'OFII est aussi en charge de la demande d'asile. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas au moment de la création de l'ONI, qui a été quelque chose qui a été confié à l'OFII assez tardivement. Qu'est-ce que ça veut dire l'accueil des demandeurs d'asile ? C'est le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile. Hein, ce que fait l'OFII depuis 2017. Avant, c'était la NPE Pôle emploi qui gérait cette allocation pour demandeurs d'asile. Et c'est l'organisation de l'hébergement dans un dispositif national d'accueil qui aujourd'hui a un peu moins de 120 000 places réparties à travers la France. Et l'OFII est une sorte de grand hôtelier. Et il y a toujours des entrées et des sorties de l'hébergement. L'OFII a d'autres missions, l'aide au retour volontaire pour ceux qui sont déboutés, ou aussi qui ne se fait pas très facilement. Là, on est déjà dans l'exemple français, je vous en remercie. On va voir surtout ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez bien que selon chaque pays, en Europe, mais pas seulement, la vision même de l'immigré diffère quasiment de tout au tout. Si on voit la définition turque ou la définition allemande ou danoise, etc., on a des grandes différences. Mais je voudrais commencer par un scope vraiment mondial. Page 19, vous donnez ce chiffre incroyable de 10 millions par semaine, c'est-à-dire vous dites que par semaine, si on prend la Terre entière, il y a environ 10 millions de personnes qui immigrent d'un lieu à l'autre. Oui, bien sûr. Il faut bien comprendre que les premières immigrations sont d'abord des immigrations légales. Et c'est vrai aussi en France. On se polarise beaucoup sur l'immigration irrégulière, mais le premier vecteur de l'immigration à travers le monde, c'est l'immigration légale. Hein, l'immigration étudiante, par exemple, puisque Rennes est une ville étudiante importante. L'immigration de travail, bien sûr, et en particulier dans les pays d'Europe qui n'avaient pas la même configuration industrielle que nous dans les années 80, 90 et même 2000. Ce qui est caractéristique de l'Europe sur, disons, entre le 19e siècle, la fin du 19e siècle et aujourd'hui, c'est que l'Europe a été pendant très longtemps une terre d'émigration. La France faisant exception dans ce paysage-là. Et aujourd'hui, l'Europe est une terre où des pays qui étaient avant des pays d'émigration, les pays d'Europe du Sud, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et d'autres pays d'Europe de l'Est avant le mur, hein, et même après du reste, sont devenus des pays où les gens arrivent. Voilà, c'est ça un des aspects du basculement du monde. Ça se retrouve dans les chiffres. L'Europe, c'est avec l'Amérique du Nord et l'Océanie, enfin l'Australie pour des raisons particulières, parce que ça s'est construit par l'immigration. Mais l'Europe fait partie des zones du monde où la proportion d'immigrés, c'est-à-dire de personnes nées étrangères à l'étranger, est la plus forte. C'est autour de 13%. Quand on compare à l'Amérique latine, c'est moins de 3%. L'Asie, c'est moins aussi de 3%. Pour arriver à l'échelon de la France, c'est ce que vous dites, et c'est assez... je ne l'avais pas entendu jusqu'à maintenant, même si on peut très bien le saisir idéologiquement, c'est que l'immigration moderne, pour la France, s'ancre dans les principes de la Révolution. Oui, bien sûr. Vous pouvez dérouler alors,
l'immigration moderne au sens de la demande d'asile. Oui, c'est la Révolution française qui va énoncer de manière très claire, même si on peut avoir d'autres exemples un peu avant, mais énoncer de manière très claire sur le plan théorique cette idée qu'elle doit être un lieu d'accueil des combattants de la liberté. C'était ça, la question initiale. Et elle va même rajouter autre chose qui a encore une incidence ici sur notre rapport à l'intégration. C'est que l'étranger, c'est celui qui n'adhère pas au principe de la Révolution. Et c'est pour ça qu'à contrario, Thomas Paine ou Anarchis Cloutz peuvent être les représentants de la nation parce qu'ils ont adhéré à la Révolution. Et l'idée qu'on partage, que c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes civiques qu'on peut appartenir à la même nation civique, reste quelque chose d'important. Après, il y a la question de l'identité juridique nationale, mais c'est d'abord ça, le partage entre qui est étranger et qui ne l'est pas. Et on devient français, au sens... appartenir à la communauté des citoyens à partir du moment où, par exemple, on prend en charge une veuve, des enfants. Oui, c'est ça. Des citoyens actifs pour cette liberté. Voilà, on est citoyens actifs parce qu'on apporte quelque chose à la nation. Mais l'élément clé de ce qu'on apporte à la nation, c'est d'abord d'adhérer à son utopie, d'une certaine manière, puisque c'est de ça qu'il s'agit au moment de la Révolution française. On n'y est plus du tout. On y est encore en partie avec, de nouveau... avec l'idée qu'on doit partager ce qu'on appelle les valeurs de la République, sans toujours bien savoir comment on les définit, mais c'est-à-dire, au fond, cette idée qui n'est plus aussi répandue à travers le monde, et avec des zones de régression importantes, c'est l'idée que un vaut un ou une vaut un, c'est-à-dire un homme vaut autant qu'un autre homme, quelle que soit sa religion, ou une femme vaut autant qu'un homme en ce qui concerne ses droits civils, ses acquis. C'est par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, dans les pays du Maghreb, la question de l'héritage. Le fait qu'une femme ne peut hériter que de la moitié de son frère. Ça, oui. Voilà. Et ça a des incidences sociales ici, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Vous me tendez une perche. Comment gérer l'arrivée d'une personne, d'une famille, d'un regroupement familial, donc d'une communauté, où des personnes développent et reconduisent des habitudes souvent ancrées dans des conditionnements religieux, qui va dire, par exemple, la fille ou la femme hérite que de la moitié, etc., etc. Comment, jusqu'à où la République doit-elle dire « vous devez aimer ce principe de liberté, égalité, fraternité, vous devez être finalement post-révolutionnaire comme nous, donc vous devez abandonner vos manières de faire ». Vous le dites vous-même, Erdogan a clairement dit que c'était un crime contre l'humanité de demander à un Turc de perdre ou sa religion ou ses habitudes de vie. Bien évidemment, c'est pas simple. Historiquement, il y a toujours eu des débats autour de la question du rapport à l'autre, à l'étranger. Mais la difficulté que nous avons, c'est l'écroulement de ce qui faisait de la médiation, et en particulier la médiation au sein des catégories populaires. C'était le mouvement ouvrier, les organisations syndicales, la participation à une sorte de citoyenneté sociale, ne serait-ce qu'à travers les grèves. Les étrangers ont été très présents dans les grèves de 1936 ou de 1938, les Algériens en 1947, au moment des grèves ouvrières à Renault, ou en 1953, les grandes manifestations. La difficulté que nous avons, c'est que les immigrations, qu'il faut toujours prendre au pluriel comme vous l'avez dit, peuvent venir de sociétés extrêmement déstructurées, et du coup, la capacité de médiation, de lien même, est beaucoup plus complexe. Je reprends l'exemple des Italiens. Les Italiens, ils ont été indéniablement à un moment donné victimes de racisme, mais l'Italie, c'est quelque chose qu'on connaît, que la société française connaît. D'abord, on lit Stendhal, où il y a la peinture, on a les mêmes croyances pour ceux qui croient, et puis les immigrés italiens, dont le moment le plus important, c'est les années 20 et 30, ils sont à peu près 800 000, il y a
à l'intérieur de cette immigration des dizaines de milliers de militants antifascistes, et l'immigration italienne va jouer un rôle important dans la diffusion du communisme, par exemple, du Parti communiste. Hein. Mais on peut prendre les ouvriers juifs d'Europe de l'Est qui viennent et qui sont structurés autour de ce qu'on appelait le Bund, hein, la Ligue des travailleurs juifs. Voilà. Et ce qu'on a comme difficulté aujourd'hui, c'est que, et ce qui n'était pas le cas par exemple des Algériens encore dans les années 50 ou début des années 60, c'est des personnes qui viennent où il n'y a pas ce dynamisme interne qui peuvent permettre de faire lien. On a au contraire une pression religieuse dont la dynamique dans les pays, et c'est l'islam, dont la dynamique est celle de l'exclusion de l'autre, puisqu'ils viennent de zones où la différence a été au mieux éradiquée sur le plan du droit, hein, mais au pire éradiquée par la violence. C'est la disparition des chrétiens d'Orient. Mais par exemple, je reprends l'exemple de l'Algérie, il faut bien comprendre que quand en 1962, le décret sur la nationalité algérienne dit on ne peut être algérien que si on a 2 grands-parents dans la lignée paternelle, hein, qui sont eux-mêmes musulmans, eh bien ça exclut par exemple les Européens, indépendamment du fait qu'il y a des colonialistes chez les Européens, mais par exemple chez les Juifs d'Algérie, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Ils sont là avant l'islam, mais ils n'ont pas la garantie de l'égalité des droits. C'est ce que raconte très bien Benjamin Stora dans ses livres de mémoire. Son père, qui est un partisan de l'indépendance algérienne, eh bien, il est en lien avec le FLN. Il demande à ses amis du FLN de venir et il leur pose la question. Hein, en mars 62, il leur dit « Est-ce que j'aurai les mêmes droits ?» Et ils lui disent très franchement « Non, tu ne les auras pas. » Voilà. Et donc, du coup... Les Berbères... voilà. Ouais. Mais il y a les Berbères, mais il y a par exemple, les Juifs du Sahara n'étaient pas concernés par le décret Crémieux, c'est-à-dire le décret qui leur accordait la nationalité française. Et donc, la définition de la nationalité algérienne fait d'eux des apatrides. Ouais, hein, c'est ça. Et on voit bien qu'ils sont obligés de partir, non pas parce qu'ils ont un projet qu'aujourd'hui on appellerait... d'aller en Israël, si vous voulez, c'était pas ça l'enjeu. Et c'est pour ça qu'ils viennent en France, parce qu'ils sont très liés à la France. Mais notre problème majeur, c'est la pression de l'islamisme radical qui irrigue l'ensemble de ces sociétés où la particularité, c'est qu'on ne traduit pas. Hein. Un pays comme l'Égypte traduisait beaucoup plus dans les années 40 et 50 qu'il ne le fait aujourd'hui, où on a l'utilisation de l'anticolonialisme qui était quelque chose de justifié politiquement, mais à des fins d'exonération de ce qu'ont fait les dirigeants de ces pays de l'indépendance acquise. Ça joue beaucoup. Parce que la situation, si on veut quand même dire les choses, c'est que si on prend les pays arabes, vous parliez de l'Égypte, si on prend par exemple Laurence Durel avec le Quatuor d'Alexandrie, la situation qui est donnée des relations entre chrétiens, juifs, musulmans, fonctionnait parfaitement au début du XXe siècle. Il y a eu une le tournant, c'est Nasser. C'est le tournant, c'est Nasser. Voilà. Et là, ça dégénère partout. Oui. Et ça dégénère partout. Voilà. Les chrétiens orientaux, surtout les chrétiens orthodoxes, sont vidés. Les Libanais se retrouvent au Canada, bon, etc. Donc c'est vidé. Et on a maintenant une partie d'immigration musulmane, maghrébine, machrek et subsaharienne. Quand on regarde avec attention les forums de discussion, on sent quand même quelque chose, Didier Leschi. Je voudrais avoir votre avis. C'est que beaucoup de personnes, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas tant opposées à l'immigration. Ce qui pointe, c'est la difficulté, voire l'impossibilité de continuer avec une immigration d'origine et d'expression musulmane. Et ça, c'est pas la même chose. Or, en France, comme on a, au nom de l'universalisme, un rejet épidermique, voire ministériel des statistiques, on n'a pas le droit de parler de ça. Pourtant, ce qui est en jeu, est-ce que ce n'est pas une manière de réfléchir les flux d'immigration en fonction aussi de l'adhésion ou non des principes démocratiques, des principes de laïcité, etc. Oui, bien sûr, c'est un des enjeux. Les immigrations sont plurielles, les parcours d'intégration dépendent à la fois des qualités propres de chaque immigré, mais aussi des dynamiques collectives. Nous, notre immigration, et c'est une particularité que nous avons par rapport à d'autres pays d'Europe, c'est
je dirais, le basculement en termes de quantité des origines. Aujourd'hui, 48% de notre immigration vient du continent africain au sens large, et puis 15% du continent asiatique. Et la difficulté que nous avons, c'est que même si la majorité des immigrés s'intègrent, nous avons une marge, et en particulier issue de mondes qui nous sont de plus en plus hostiles sur le plan intellectuel, eh bien, qui a du mal à s'intégrer et pour lequel il y a plus de temps. Et le problème que nous avons, c'est que quels étaient les lieux de l'intégration? C'était l'école, le travail. Les espérances laïques, le travail industriel, la CGT, tout ça c'est fini Didier Leschi. Il faut bien en prendre acte. Alors comment on fait? C'est pas simple. Je pense qu'il faut arriver d'abord à maintenir un certain nombre de principes, de ne pas céder sur ce que nous sommes et ce que nous aspirons à rester. Donc c'est d'être très ferme, mais c'est pas simple parce que effectivement, quand vous avez affaire à des personnes qui considèrent qu'elles iront au paradis en tuant leurs voisins, c'est très compliqué à gérer. Heureusement, ça reste minoritaire, mais ce qui est frappant dans la situation française, c'est la très grande résilience de notre société. Notre société reste, comme vous l'avez dit, très accueillante. On est une société... mais je le pense. On a tué par 2 fois, par exemple, un prêtre dans une église au nom d'une autre conception de Dieu. On n'avait pas fait ça depuis les catholiques et les protestants. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas suivi par 50 mosquées incendiées. Non, mais ça, c'est très intéressant, parce que ça montre quand même la hauteur, vous dites la résilience, même la hauteur, la maîtrise aussi d'une nation quand même. Hein. Il y a un enjeu de cohésion sociale. Et que, puisqu'on a parlé de la Révolution française, il faut bien comprendre que notre histoire moderne, au sens où elle débute avec la Révolution française, et qui a un rapport avec la laïcité, c'est quoi le premier acte de la laïcité? C'est la laïcisation de l'État civil. Et justement, à travers cette laïcisation de l'État civil, et c'est aussi l'idée que, quelle que soit sa religion, on a les mêmes droits. Voilà. C'est la pleine citoyenneté accordée aux Français juifs. Et c'est pour ça que c'est au cœur de notre construction. Mais l'Allemagne a le même problème, et c'est pour ça que l'Allemagne vient de changer son code de la nationalité, parce que la reconstruction démocratique de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale tourne autour de cette question. C'est de la reconnaissance de ce qu'ils ont fait dans l'extermination des Juifs. Et donc, ils demandent à toute personne qui demande la nationalité allemande de reconnaître la responsabilité de l'Allemagne dans ce fait-là. Ils le font depuis janvier. Le dernier point. Le premier point, c'est les personnes qui n'ont pas de capital hérité, c'est-à-dire d'immobilier ou des valeurs d'actions, etc. Mais la seule chose qu'ils ont, je vais être très clair, celui qui peut être dit pauvre, il a quoi en France? Il a les acquis sociaux. Bien sûr. Bon. Que se passe-t-il quand cette personne qui n'a que ça, qui a travaillé toute sa vie pour avoir ça pour lui, mais pour ses enfants, que se passe-t-il dès lors où il a le sentiment, justifié ou non, mais que l'accueil de l'autre entraîne le risque de perdre ses acquis sociaux? Alors, il faut bien comprendre que le patrimoine de ceux qui n'ont rien, c'est l'État social. Mais oui, c'est ça, c'est le welfare state. L'État social, c'est une émanation de l'État-nation. Voilà. Et avec cette idée qu'on cotise dans un cercle et en prévision d'accidents de la vie. Voilà. Et la question que les gens se posent, elle n'est pas absurde, et elle se pose en particulier de manière beaucoup plus aiguë dans les pays qui sont historiquement les pays de l'État social. Je pense au Danemark, à la Suède, aujourd'hui en Allemagne. C'est est-ce que les acquis sociaux peuvent être étendus spontanément à tous ceux qui souhaitent en bénéficier? Voilà. C'est ça la question qui est posée. Et bien évidemment, elle est posée de manière de plus en plus accentuée, parce qu'on sait bien nous-mêmes, puisque ça fait partie des débats, que la crise de l'État social, c'est le fait qu'il y a moins de cotisants que de bénéficiaires. Voilà, l'universalisation des prestations sociales se fait à une époque où il y a très peu de gens qui ne cotisent pas. Voilà, l'augmentation du chômage va être un premier choc, et puis l'arrivée de plus en plus importante de personnes dont le taux de pauvreté est extrêmement fort, puisque notre part de l'immigration qui est au-dessus
qui vit en dessous du seuil de pauvreté, énorme, ouais. c'est 30%. Ouais, c'est énorme. Mais dans les immigrations qui sont peu ou pas formées, alors que les emplois peu ou pas qualifiés ont disparu, ou les emplois industriels ont disparu, eh bien, ça peut monter jusqu'à 40%. Hein. C'est la concurrence sur le logement social. Alors, que pensez-vous de la réponse canadienne, qui est avec l'immigration choisie? Alors, les pays qui sont dans des immigrations choisies sont des pays où les frontières sont beaucoup plus simples à tenir. Les Canadiens, ils ont le froid au nord, ils ont les États-Unis au sud, et ils ont la mer des deux côtés. Voilà. Mais même le Canada est en train de revoir une partie de son modèle, puisque les dernières décisions du Canada, c'est d'arrêter l'immigration quasiment d'arrêter ou de diminuer l'immigration peu ou pas qualifiée. On ne pourra venir au Canada que si on a la garantie d'un niveau de salaire qui est beaucoup plus élevé. Voilà. Ouais. Et donc, il y a une concurrence aujourd'hui en Europe sur l'immigration qualifiée. L'Allemagne choisit un modèle qui est celui du Canada. Celui du Canada, oui. L'Italie est en train de faire ça, en fait. Et toute la question qui est posée en Europe, c'est qu'est-ce qu'on fait des non qualifiés, voilà. Et d'autant que la caractéristique de l'Europe, c'est que c'est le continent ou l'Union où traverser la frontière est le moins dangereux, si vous voulez. Vous êtes un migrant irrégulier, vous traversez la frontière européenne, vous arrivez en France, eh bien, parce que, et c'est normal, nous sommes des humanistes, on va vous proposer un médecin, vous allez avoir un avocat payé par l'aide juridictionnelle, et à un moment donné, on va vous dire, vous avez un mois pour repartir. Et ils ne vont pas. Donc, quand la première intention n'a pas fonctionné dans tel ou tel pays, voire la seconde intention non plus, on arrive en France. Alors oui, c'est ce qu'on appelle, la France est un pays de rebond. C'est ça. Pour une partie des perdants des systèmes européens. On le voit bien, on l'a vu avec les Afghans. Donc ça va faire qu'augmenter ce sentiment pour des natifs français d'avoir des personnes qui risquent de mettre en question leurs acquis sociaux. Cette augmentation du sentiment et de ce qui est vécu même, il est en plus lié aux dynamiques foncières. Vous prenez Paris, c'était plus d'immigrés dans les années 80, ou même dans les années 60, il y avait encore 500 600 000 ouvriers, et donc une part d'immigrés, qu'aujourd'hui, parce que les dynamiques foncières ont accentué les phénomènes de ghettoisation. Bien sûr. Quand la Seine-Saint-Denis se crée comme département au moment où on a démantelé le grand département de la Seine, la Seine-Saint-Denis, c'est le 9e département en proportion d'immigrés dans sa population. Oui. Alors, précisément, en point de vue, vous êtes athée, n'est-ce pas, mais vous avez une expérience assez proche, en étant passé à la direction du bureau des cultes, de différents représentants religieux, ce qui vous permet d'avoir une culture assez fine des conditionnements collectifs, mais aussi du fait que, de fait, certains individus ont une expérience intérieure de Dieu ou des dieux ou d'esprit, etc. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, parce qu'on ne peut plus penser que d'un point de vue révolutionnaire ou autre, il faut avoir une pensée plus globale. Ma question, c'est simple, est-ce qu'il est possible, alors que je pense que l'humanisme chrétien est sapé, est-ce qu'il est possible de redéfinir à l'échelon mondial une sorte de socle minimal de règles de bienfaisance d'accueil d'autrui compatible avec l'ensemble des grands pays de ce monde? Moi, je pense que la loi a une importance au sens où, si vous voulez, du judéo-christianisme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut maintenir cette idée que l'homme n'est pas tout-puissant. Voilà. Et que, dans ce sens-là, l'idée de Dieu, c'est l'idée que l'homme n'est pas tout-puissant. Voilà. Et perdre cette idée-là, ça fait partie de ce qui peut déshumaniser. Voilà. Le sentiment que l'homme est un absolu et qu'il peut, à partir de là, s'autoriser tout, c'est un facteur de déshumanisation. Et c'est pour ça qu'en ce sens-là, je pense que la loi, au sens, je dirais... la règle écrite. Oui, la règle écrite qui est en même temps un principe moral et... Au sens de la Torah, si vous voulez. De la Torah, oui. Non, j'ai bien, merci pour cette réponse claire et très fine. Dernier point conjoncturel, la Syrie. On a vu le nouveau ministre mis en place par les nouvelles autorités, prêter serment avec un drapeau de la Syrie d'un côté et d'autres drapeaux du Front al-Nosra. Comment ça va se passer, là ? Écoutez,
je pense qu'il faut continuer à essayer de rester optimiste. En tout cas, il faut partir du principe que Bachar, c'était pire que tout. Voilà. Absolument. Voilà. Et donc, en ce sens-là, il y a un mouvement libératoire, si vous voulez. Voilà. Et qui est d'autant plus important à souligner que, contrairement à d'autres expériences, malgré tout, ce sont des Syriens qui ont libéré la Syrie. Ce n'est pas les armées occidentales qui déboulent sur l'Irak, ou l'aviation qui détruit la Libye. Voilà. Donc peut-être qu'à partir du fait que c'est eux-mêmes qui se libèrent, on peut revenir sur l'idéologie, le sens de la responsabilité collective sur ce que doit devenir leur pays sera peut-être suffisamment fort pour essayer d'aller vers une démocratie. Voilà, c'est ça qu'il faut espérer. Voilà. Après, la deuxième chose, c'est que la France n'est pas un pays de l'immigration syrienne. Oui, non, bien sûr. Et on a 80 000 personnes syriennes en France. 2500 ont déposé une demande d'asile depuis le début de l'année. Voilà. Mais je pense qu'il faut partir de là. Voilà. Après, bien évidemment, je n'ignore pas toutes les difficultés, puisqu'elles se rajoutent à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire sur le fait que la Syrie, l'Irak, toute cette zone du monde, sa caractéristique, c'est d'avoir réduit le spectre des différences, et pas simplement religieuses, de tout type de différences, et que ça marque les esprits. Attendez, Didier Leschi, je vais poser ma question clairement. Est-ce vous ne vous attendez pas à une énorme vague d'immigration des derniers chrétiens d'Hamassen et d'Alep, de Latakia, et des Kurdes? Je veux dire, aux commandes, on sait très bien que c'est la Turquie d'Erdogan derrière. C'est sûr que ils vont vider tout le monde quand même. Les Kurdes sont dans une situation très difficile. En ce qui concerne les chrétiens, ils étaient plus de 10% avant la guerre civile. La guerre civile. Aujourd'hui, ils sont aux alentours de 4-5%. Bien évidemment, ça fait partie des drames. Voilà. Mais dans ce drame-là, la France n'est pas en première ligne, même si elle a historiquement des liens avec les chrétiens d'Orient. Voilà, il faut voir, il faut de toute façon continuer je crois, encore quelques temps à espérer que le bon sens l'emportera après plus d'une décennie de martyrs pour le peuple syrien, sans parler des 50 ans précédents avec l'arrivée de Bachar. Mais ça renvoie à une question beaucoup plus large qui est pour nous difficile en tant qu'Européens. C'est qu'une part des immigrations sont liées à l'échec de toute une série d'expériences, et en particulier d'espérances laïques. Le parti basse, le nationalisme arabe termine dans des dictatures sanglantes. Les printemps arabes terminent mal. En Amérique latine, on voit bien que les espérances liées à des révolutions qui se proclamaient socialistes, se terminent aussi mal. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans la victoire de Trump si on n'a pas en tête le fait que les Vénézuéliens sont à travers le monde aussi importants en errance que les Syriens, 6,5 millions, et qu'ils veulent aller en Amérique du Nord, ou que les Nicaraguayens fuient, ou que les Cubains continuent à fuir. Voilà, ça c'est ce qui fait la difficulté du débat, en particulier pour les gens de gauche. Alors, on finira parce que c'est très intéressant, on peut en parler des heures, mais en fait, la question, est-ce que c'est pas, en Syrie particulièrement, la capacité, d'une manière générale, à créer un concept civil de citoyenneté qui ne soit pas contre la religion, mais qui est au contraire basé sur la foi, mais tout en respectant, avec des garanties, les différentes expressions des minorités religieuses. Et que c'est ça qui est à construire en Syrie. Mais c'est absolument pas ce que veut al-Nosra. Non, mais la difficulté qu'on a là, c'est que le pacte civil qui permet d'unifier les personnes indépendamment de leurs croyances, peu de pays ou peu de sociétés l'ont réussi, et qu'on est aujourd'hui dans une phase de régression. Au fond, c'est un acquis, je dirais, de l'Europe, que l'Europe a exporté aux États-Unis, d'une certaine manière, ou en Australie, ou dans d'autres zones du monde, mais que la particularité, on le voit en Inde, on le voit aujourd'hui en Afrique, c'est le retour du religieux dans le mauvais sens du terme, avec cette idée que les autres n'ont pas le droit de vivre. Nous, notre acquis, c'est le religieux qui exclut.
Voilà, nous, notre acquis, c'est qu'on a un religieux qui n'exclut pas. Et puis, nous, en plus, on a cette séparation entre l'Église et l'État en 1905. Mais c'est d'abord l'idée que le religieux n'a pas pour fonction première d'exclure les autres. Bien sûr. Didier Lesky, nous vous remercions beaucoup. Merci d'être passé à Faites-moi lire. Chers amis, chers téléspectateurs, je vous invite à lire ce tract, ce vadémécum relativement court qui s'appelle « Ce grand déménagement ». Ce grand dérangement, excusez-moi, ce grand dérangement, qui est qui déménage, avec plein de chiffres, qui ouvre les yeux, même quand on connaît bien le sujet, ça permet de vous remettre les idées vraiment au clair. Je vous conseille donc cette lecture et je vous dis à la semaine prochaine.